Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mercredi, Cheikh Béthio Thioune sera inhumé à Madinatoul Salam. Telle était sa volonté selon sa famille. La dépouille du Cheikh est attendue dans les prochains jours à Dakar. Un hommage lui a été rendu par ses disciples ce mercredi. Vous le verrez dans ce journal. 137 000 décès causés par les produits impropres à la consommation en Afrique. En cette période de Ramadan, donc de forte consommation, une stratégie nationale s'impose. Plus de détails dans ce journal. Semaine mondiale de la sécurité routière, les femmes mises en avant cette année. L'ONG Laser International pour une limitation de vitesse à 30 km/h devant les écoles afin de lutter efficacement contre l'insécurité routière. Cette année, la cérémonie officielle a eu lieu au Parcelles Assainies dans la banlieue de Dakar. Reportage à suivre. Et puis en fin d'édition, notre invitée du 20h, Irène Mingasson, ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal, en prélude à la fête de l'Europe qui sera célébrée demain. Nous allons parler de la coopération bilatérale entre l'UE et le Sénégal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le mausolée de Cheikh Béthio Thioune sera érigé à Médinatoul Salam. L'annonce a été faite par sa famille tout à l'heure. Le rapatriement de la dépouille se fera dans les prochains jours. Ce mercredi, les Thiantakoun ont rendu un vibrant hommage à leur guide à Médinatoul Salam, près de Mbour. Abdourahmane Diallo. Certes, la tristesse et l'émotion étaient présentes à Madinatoul Salam, mais les Thiantakoun ont rendu hommage à leur guide avec quelques pas de danse. Serigne Khadim Thioune, l'un des fils de Cheikh Béthio Thioune, estime que seul Dieu est juge. Il fait allusion à l'affaire Madinatoul Salam. On a présenté un certificat médical. Personne ne croyait à cette maladie. Mais finalement, Serigne Saliou a tranché. Il avait dit à Cheikh Béthio, tu resteras grand. Personne ne pourra t'humilier. Personne ne te fera du mal. Cheikh Béthio Thioune avait dit publiquement qu'il va être inhumé à Madinatoul Salam. Sa famille compte satisfaire le vœu du Cheikh. Là, on est en train de faire les formalités. Une fois tout cela, on saura quand est-ce que le corps va arriver. Après, on va se retrouver ici. De toute façon, on va faire ce qu'avait demandé le Cheikh. On est des talibés. On ne marche que sur des recommandations. Et le Cheikh nous avait déjà parlé. Actuellement, ses enfants et épouses sont tous à Madinatoul Salam pour accueillir les talibés. Serigne Saliou Thioune et ses frères doivent aussi rendre visite au fils de Serigne Saliou Mbacké ce mercredi pour les derniers réglages. Merci Abdourahmane. Lancement de la semaine de la sécurité routière. Cette année, le thème porte sur le leadership dans la sécurité routière. Les femmes en avant. L'ONG Laser plaide pour une loi qui va limiter la vitesse à 30 km/h autour des établissements scolaires. Le collectif des femmes parlementaires présents à la cérémonie officielle n'est pas contre cette idée. Suivant le reportage de Fatima Touré et Pape Sangonembaye. Une loi nationale pour limiter la vitesse à 30 km/h autour des écoles du Sénégal, une exigence de l'ONG Laser. Ses membres l'ont fait savoir lors de la cérémonie de lancement de la semaine de la sécurité routière. Objectif, éradiquer considérablement les accidents de la circulation. Nous souhaitons générer comme objectif une demande forte du public pour un leadership très fort en matière de sécurité routière dans notre pays avec le lead des femmes. Il s'agit également d'exiger, pour certains de demander, des lois communes et une loi aux communes et une loi nationale qui limite la vitesse à 30 km/h autour de toutes les écoles du Sénégal. La direction des transports routiers soutient que depuis 2011, beaucoup d'efforts ont été consentis afin de réduire les accidents. Le Sénégal s'est doté d'un plan national de sécurité routière depuis 2011. Et l'objectif principal de ce plan national de sécurité routière est de réduire de 35% des accidents de la circulation, des tués et des blessés graves. Mais des efforts qui semblent être insuffisants, raison pour laquelle le collectif des femmes parlementaires s'engage à porter le plaidoyer au niveau de l'hémicycle. Notre rôle de représentant du peuple nous incite à nous engager dans une campagne de sensibilisation des populations pour une meilleure prise en charge des questions de sécurité routière, porter le plaidoyer pour le respect strict
du code de la route et également pour des sanctions efficaces et effectives en cas de non-respect. Le thème de cette semaine de la sécurité routière est leadership dans la sécurité routière, les femmes en avant. Un message fort à l'endroit de toutes les femmes afin qu'elles s'impliquent davantage dans le combat. Merci Fatima. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020, officiellement proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en mars 2010. Chez nous en Afrique, le risque de décès par accident est de 26%, c'est énorme. Et malheureusement, le téléphone au volant est souvent la cause, suivant le reportage de Ndiaye Taba Aliba. Il est légion de voir dans les rues de la capitale une personne avec son téléphone portable. Non concentré, ce manque d'inattention est la cause de beaucoup d'accidents de la route. En fait, c'est totalement même irresponsable, je dirais. Au volant, déjà, on perd de l'attention puisqu'on est concentré sur autre chose. Ça, c'est une première chose. Et donc, au volant, c'est très dangereux. Des fois, tu klaxonnes une personne, il est devant toi, il n'arrive même pas à t'entendre, à part à cause des casques qui sont sur lui, dans ses oreilles. Et même tout de suite, même, je me suis concentré. J'ai vu un accident ici tout près à Yoff, c'est à cause de ça, à cause d'un scooter et d'une maman qui a été au téléphone. Ouais, tout de suite, il n'y a même pas 10 minutes. Hein. Le téléphone au volant, une autre cause d'accident. Pour ce Sénégalais, la non-maîtrise du code de la route et l'irresponsabilité de certains conducteurs est à décrier. Les gens, ils doivent avoir des permis déjà tout d'abord. Et pour obtenir les permis, il y a certaines choses qu'il faut faire. Il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes pour avoir le permis. Tu dois apprendre les codes de la route et aussi voir comment conduire. Normalement, lorsqu'on est au téléphone, on peut oui, c'est-à-dire on peut savoir qu'ils sont au téléphone, puisque bon, s'il y a un téléphone, on peut regarder, en fait, la police peut vérifier le téléphone et regarder l'heure à laquelle la personne était en ligne. Donc si ça correspond au moment de l'accident, on peut savoir tout de suite que la personne n'était pas attentionnée, quoi. Donc. Les sanctions doivent être plus ardues afin de décourager certains comportements. Si l'État insistait sur ce phénomène, il n'y aurait pas beaucoup d'accidents. Moi, c'est les citoyens qui doivent prendre leurs propres mesures, parce que aussi, chacun est responsable de soi-même, quoi. Ouais. La vigilance doit être renforcée du côté des piétons comme des conducteurs. Et puis attention à ce que vous mangez à cette période de forte consommation. Les maladies d'origine alimentaire sont la cause de 137 000 décès en Afrique. Ici au Sénégal, notre mode de cuisson et de transformation des aliments sont souvent des facteurs aggravants. Une stratégie nationale s'impose. Maïmouna Ndiaye et Diafar Abba ont assisté à l'atelier de clôture sur la sécurité sanitaire des aliments. Les chiffres sont alarmants. Rien qu'en Afrique, 91 millions de personnes tombent malades chaque année à cause de ces aliments vendus sur la voie publique ou conservés hors normes d'hygiène. Au Sénégal, le risque est encore plus grand. Parmi ces 91 000 personnes-là, on enregistre chaque année 137 000 décès dus à la consommation d'aliments impropres. Et donc, l'État du Sénégal est très alerte sur cette question-là. C'est pour cela que nous mettons en œuvre la stratégie nationale pour la surveillance. De la diarrhée au cancer, les cas ne manquent pas, surtout chez les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus exposés. Parce que quand on parle de pesticides, les pesticides causent des cancers. L'aflatoxine cause des cancers. Et l'aflatoxine est un problème très prédominant dans notre pays parce que nous sommes un grand producteur et consommateur d'arachides. Des bactéries contenues dans les aliments qui peuvent créer des problèmes d'insuffisance rénale. Et vous savez que c'est un problème chez nous. Autre problématique, le défaut d'exhaustivité sur les chiffres. C'est un point faible de nos pays et c'est vrai que ça demande beaucoup de capacités techniques et financières et de mobilisation. Nous avons quand même la volonté politique au niveau du Sénégal d'améliorer la sécurité sanitaire des aliments. Dans la lutte contre la prolifération de ces maladies liées à l'alimentation, beaucoup de facteurs à intégrer pour un plan d'action concerté à l'horizon 2021. Merci Maïmouna. Et puis c'est peut-être votre menu de ce soir, du riz au poisson ou au poisson au four, c'est selon. Eh bien, profitez-en car le poisson se fait rare en ce début de Ramadan. Au marché central, au poisson de Pikine, ça ne se bouscule pas devant les étals. Certains sont presque vides. Salut Sow.
À son image, les tabliers d'ici se tournent les pouces. Au marché central aux poissons de Pékin, les clients se font rares. Non, période bi la kay tey moom dara amul fi moom jën amul fi jën yi amul prix kenn jëndul saam yi 2500 doon jot te yaa ngi koy jaayee 2000. ah non ñun kay actuellement nii bon li ñu indi woon yàlla def na ni bëriwul jeex na bon alhamdulilah daal mais njaay mi demewul noonu de. Sur les étals, encore quelques poissons à vendre. Nous sommes en mi-journée. Effet Ramadan, durant le mois béni, c'est un repas consistant par jour, par famille. Faible demande et faible offre font chuter les prix du poisson. On est obligé de wanteer jën yi ndax 3 fois lañ daan lekk par jour léegi dootuñu lekk 3 fois par jour benn yoon la ñuy lekk par jour léegi déjà loolu ñun arrangé wuñu mais nag sunu liggéey moo mel noonu quoi. c'est ñun daan nañ jaay 55 60 000 wala ay 45 nangam léegi ay 40 la ñuy jaay parce que pour l'instant loolu moo fi amagum. obligé li ñu bëgg a def mooy leen jéem a wàññi sunu loxo jéem a xool parce que et puis dañoo am ay clients yi nga xam mënuñu leen bañ a fournir jën. jën moo amul kees gu doon jën 40 000 tey yaa ngi ko jëndee 60 000 jën waay gi yëpp glace lay doon. Ici, c'est simple. Le prix du poisson est fixé par la loi du marché. C'est Salif et puis restons au marché central aux poissons de Pékin. Les mareyeurs du marché sont contre la privatisation du marché qui est annoncée. Ils souhaitent que le marché reste sous tutelle du ministère de la Pêche. Privatiser le marché est synonyme de tuer le business, selon eux, suivant à ce propos Modou Sow. On a alerté le nouveau ministre de ces prédateurs qui rôdent autour de lui. Parce que vous savez, lors de sa visite de courtoisie en faveur des organisations professionnelles à Yarakh, il y avait un certain Samba Gueye qui est le président de CONIPAS, qui avait formulé un vœu pour dire que le vœu de CONIPAS c'était de récupérer le marché central aux poissons. Alors donc nous nous sommes levés pour faire une alerte, pour alerter les populations du Sénégal, mais pour alerter le président de la République et toutes les autres autorités de notre refus catégorique de laisser à aucune autre organisation professionnelle de gérer notre marché. Si ce n'est l'État, ça peut être nous, mais non à des organisations professionnelles. Si évidemment le marché est devenu ce qu'il est, c'est grâce au comité de délégués et de son directeur Abou Mbaye. Maintenant, si aujourd'hui le CONIPAS revient pour dire qu'il veut récupérer la gestion du marché, là, nous trouverons sur notre chemin. C'est l'objectif effectivement de cette conférence de presse pour dire effectivement que l'on n'acceptera pas qu'aucune autre organisation professionnelle de gérer notre marché en notre faveur. Depuis un mois maintenant, le personnel de santé de l'hôpital Amadou Sakhir Diéguène de Thiès est en grève. Il rechigne contre le redéploiement de 2 des leurs. Ils invitent la direction de l'hôpital à revenir sur cette décision. Suivant à ce propos, Pape Ngomagnan, secrétaire général du SAS. C'est tout le personnel de l'hôpital aujourd'hui qui s'est senti frustré, agressé et qui entend mener la lutte. Si tout cela a été, c'est parce qu'il y a des failles dans la gouvernance, c'est-à-dire la manière dont marche l'administration. Parce que si nous, travailleurs, on va jusqu'à indexer, dire que la procédure n'a pas été respectée, etc., et c'est clair, hein? Et si également, aujourd'hui, il y a confusion de tâches entre un chef de service et le directeur de l'autorité principale, ça c'est regrettable. Tout travailleur a le droit de manifester son mécontentement quand il se sent lésé. Ça c'est le droit du travail. Maintenant, lui, on lui a écrit une note dès les premières heures, une lettre lui faisant savoir que tel s'est passé et depuis on entend manifester notre mécontentement. Quand il a avancé le mot mafia, il dit que il s'est expliqué. Parce qu'il dit que la pratique c'est quoi? Le SUTSAS veut mettre partout ses hommes et en cas de grève, il paralyse. Il avance, il dit que moi, j'ai dédié le directeur plusieurs fois quand il se lève, il dit que je règle tel problème, je lui dis que non, il ne faut pas le régler. Quand il avance des sommes, donc échange d'argent entre lui et le directeur, mais je crois que voilà des choses qui s'apparentent beaucoup plus à de la mafia que
faire son syndicalisme. Pape Ngom Niang, secrétaire général du SUTSAS. Les éleveurs des villages de la commune de Ross Béthio, c'est dans le Nord, dénoncent les lenteurs judiciaires dans l'affaire du meurtre de leur camarade Hassan K, 8e éleveur assassiné par des agriculteurs au mois d'avril, alors que ses bourreaux seraient toujours en liberté, suivant les explications de Mamadou Sow à ce propos. Nous avons ici beaucoup de problèmes avec les éleveurs et les agriculteurs. Notre dernier cas, c'était au jour. Les agriculteurs ont tué un jeune éleveur, un jeune berger. Où est justice? Les assassins ils sont en train de circuler. Pourquoi? Où est justice? Année, on va tuer une petite berger. Pourquoi? Où est justice? Nous fait appel, monsieur le Président et Madame le ministre de l'élevage et ministre de l'Intérieur. Nous avons ici beaucoup de problèmes. Nous ne voulons pas des problèmes. Nous voulons la paix. Oui. Nous voulons la paix et justice. C'est 8 morts. Nous avons ici 8 morts. Nous voulons la justice. Depuis 2007 jusqu'à 2019, 8 morts. 8 jeunes bergers morts. Nous voulons la paix. Mais qu'est-ce qui prouve que les agriculteurs n'aient pas respecté les bergers, n'aient pas respecté les éleveurs? Et puis un mot de culture, projection du film Yalla Yalla Bi, un film documentaire de 60 minutes. L'œuvre nous plonge dans le mouvement soufi, les Yalla Yalla, sans oublier l'apport du guide Cheikh Moussa Cissé, plus connu sous le nom de Ndiamé Darou. Ibou Diouf était à la projection. Yalla Yalla, un terme bien connu au Sénégal. Un film documentaire, un Mustapha Yalla Yalla Bi, pour revenir sur l'essence même de cette frange du mouridisme, avec un respect strict des préceptes de l'islam. Qui retrace l'histoire d'un jeune gamin, d'un jeune étudiant qui ne comprenait pas grand-chose sur la religion. Il a côtoyé un ami qui était un très grand soufi qui fréquentait les Yalla Yalla. Il avait un guide Yalla Yalla. Maintenant, à travers le film, vous pourrez déguster c'est quoi la philosophie Yalla Yalla. Et c'est conforme aux enseignements de Serigne Touba contenus dans son livre Massalikul Jinan. Yalla Yalla, une appellation collée souvent au chant de Helcom. Dans ce documentaire, le réalisateur insiste sur les messages véhiculés par les guides Ndiamé Darou. Qui du début à la fin enseigne des choses qui sont conformes à l'islam. Il y a quelqu'un qui disait que parler de religion, parler surtout de soufisme, le véritable rôle d'un guide spirituel, c'est très sensible. Mais si vous enseignez rien d'autre que la vérité et que vous pouvez vérifier grâce au Coran, grâce au hadith du prophète, grâce aux enseignements de Cheikhouna Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, donc ce qui reste, c'est de le transmettre de façon sage. Un enseignement destiné à tous les musulmans. Cheikh Moussa Cissé avait trouvé la voie et les mots pour parler aux fidèles des thèmes d'actualité aussi. C'est un film qui enseigne quelque chose qui n'est pas contraire à l'islam. Parce que j'ai l'habitude de dire que si vous faites quelque chose et qu'en période de Ramadan, vous ne pouvez plus le faire, cela veut dire que c'est quelque chose à abandonner. Donc si les Yalla Yalla osent sortir leur film durant le mois béni, cela fera penser à la population sénégalaise que c'est un film qui est conforme à l'islam. Mustapha Yalla Yalla Bi est le titre du documentaire d'une durée de 60 minutes, une production audiovisuelle diffusée pour la première fois à l'Institut islamique de Dakar. Sportive, retour sur la spectaculaire remontada de Liverpool de Sadio Mané. Même s'il n'a pas planté son petit but, il faut le dire, l'international sénégalais a relativement pesé sur la défense des Blaugrana. La tactique de Klopp, limpide selon le spécialiste interrogé. D'ailleurs, Aliou Cissé doit en prendre la graine selon lui, suivant le reportage de Mamadou Fall et Nabi Diak. Maître du jeu des Reds face au FC Barcelone en demi-finale retour de la Ligue des Champions, Sadio Mané a surpris plus d'un. Ses atouts et surtout sa capacité technique ont séduit les férus du ballon rond. Nous savions effectivement que c'était un garçon talentueux qui avait des atouts extraordinaires et qui a fait étalage vraiment de tout ce que nous attendions de lui. C'est un garçon qui est pétri de qualité, non seulement de qualité, mais qui a aussi des valeurs morales qui lui permettent de pouvoir s'exprimer devant n'importe qui. Nous tenons en Sadio un top player du monde. C'est l'un des meilleurs du monde actuellement et il l'a prouvé hier malgré l'absence de Salah et de Firmino. Son positionnement à Liverpool doit inspirer Aliou Cissé.
Le sélectionneur national doit bâtir l'équipe autour de Sadio Mané. Il faut non seulement concevoir le projet du Sénégal autour de la personne de Sadio Mané, premièrement. Deuxièmement, essayer autant que faire se peut de le mettre dans les meilleures conditions. Je crois que Aliou a compris sur sa dernière formation. Nous soupçonnons effectivement qu'il est en train d'aller dans cette direction. Le Sénégal doit tirer le maximum de son leader pour espérer remporter la CAN en 2019. Tirons le maximum de Sadio, si tout le monde entier ne peut pas se tromper. Si le monde entier est en train de dire que Sadio fait partie des top players du monde, à mon avis, il fait partie des 4 ou 5 meilleurs joueurs du monde. Il faudrait maintenant que le pays qui bénéficie de cette offre du bon Dieu en tire le maximum de profit. Nous souhaitons qu'il nous vienne avec cette Coupe d'Europe en très bonne santé et qu'on se prépare pour aller chercher la Coupe d'Afrique. Sadio Mané est aujourd'hui incontournable et pour le garder, Liverpool doit revoir à la hausse son salaire, selon le technicien du Jaraaf. Merci Modou et allez Sadio. En basket, première journée des playoffs, l'AS Douane reçoit Saltigué ce jeudi à Marius Ndiaye. Les Gabelous qui ont perdu la Coupe Saint-Michel mais qui sont tout de même l'équipe dominatrice du championnat basket masculin depuis quelques saisons. Leur secret avec Cheikh Sadibou Diarra, Ababacar Camara. Vainqueur ou finaliste, l'AS Douane l'est dans toutes les compétitions de clubs au Sénégal depuis 3 saisons. Un règne dans le basketball masculin, le résultat d'une politique sportive. C'est l'organisation, vu que la Douane prépare d'abord la saison suivante, en étant même en pleine compétition. Ils ont déjà un œil sur les joueurs qui pourront éventuellement renforcer leur effectif et c'est quelque chose d'avantageux par rapport aux autres équipes. Il faut voir que l'équipe de la Douane qui a remporté les différents trophées lors de ces 4 dernières années, 50 voire 80% de ces joueurs sont là depuis 6 ans voire 7 ans. En plus, il y a une stabilité sur le banc. Il y a le coach Padi qui est là avec Alex Adams qui travaille depuis 3 ans, 4 ans. La domination des douaniers, bien partie pour durer, elle est sous-tendue par une puissance financière sans rival presque. Ils ont les moyens. Si toutes les équipes avaient des moyens comme la Douane, et là on pourrait dire que les gens peuvent jouer égal à égal. Mais moi je dis que tous les clubs doivent aller faire comme la Douane ou le Duc. Essayer d'aller chercher des moyens pour essayer de concurrencer les autres équipes. Et avec ces moyens-là, ils sont obligés de dominer le championnat et c'est tout à fait logique et normal. Le grand défi pour le coach Mamadou Gaye s'est protégé est maintenant de faire bonne figure en Afrique. Déjà, leur équipe est bonne pour aller jouer sur le plan africain. Mais s'ils mettent encore quelques Africains, très bons Africains dans leur club, je pense qu'ils peuvent prétendre jouer quelque chose sur le plan africain aussi. Pour aller en compétition africaine la saison prochaine, l'AS Douane doit garder son titre de champion. Pas une mince affaire avec d'autres prétendants comme l'US Ouakam, son bourreau en finale de la Coupe Saint-Michel. Merci beaucoup, cher Sadibou Diarra. Place maintenant à notre invité. Demain, c'est la fête de l'Europe. Nous recevons ce soir Madame Irène Mengasson. Bonsoir. Bonsoir. Nouvelle ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal. Je dis nouvelle parce que vous êtes en poste depuis maintenant 8 mois. C'est la première fois que vous fêtez l'Europe au Sénégal. C'est votre premier 9 mai. Cette année, le thème porte sur l'UE et le Sénégal ensemble pour la jeunesse. Mais avant d'en venir au thème, pour mon parent qui nous regarde actuellement dans le nord du Sénégal, qui peut se demander, mais en quoi la fête de l'Europe peut me concerner? Qu'est-ce que vous lui dites? Écoutez, je lui dis d'abord bonsoir et bienvenue dans cette quinzaine de l'Europe que nous fêtons avec tous nos partenaires au Sénégal. Et bon, je ne sais pas si cela vous intéresse, la fête de l'Europe, mais à mon avis, ça vous concerne. Comment? Et ça vous concerne, oui, parce que la fête de l'Europe, bon, c'est un anniversaire, un peu comme toutes les fêtes nationales. Celle de l'Europe ne fête pas celle d'un pays en particulier, mais celle d'un groupe de pays. Puisque la fête de l'Europe, c'est l'anniversaire de l'acte de naissance de l'Union européenne, qui a été le fruit d'une déclaration historique de 1950. De Robert Schuman. Exactement, qui ce jour-là proposa pour mettre
véritablement un terme à toute possibilité de guerre en Europe, a proposé aux pays européens de mettre en commun des ressources pour bâtir un avenir commun, prospère, sur un projet de vivre ensemble. C'est le discours symbole de la construction européenne. C'est le discours symbole de la construction européenne, dont la devise est « unie dans la diversité ». Et ce 9 mai nous concerne tous parce que les valeurs sur lesquelles l'Union européenne est basée, d'égalité, de liberté, de démocratie, de solidarité, sont des valeurs qui nous concernent tous, sont des valeurs qui sont solides mais pas inébranlables, sur lesquelles il faut rester vigilant partout dans le monde. Mais aussi parce qu'un anniversaire, c'est regarder un peu en arrière, mais c'est surtout regarder devant. Et je pense que basé sur ce projet de vivre ensemble, qui est d'ailleurs un thème et un principe qui résonne fort au Sénégal, nous avons à l'international, en particulier au Sénégal, déployé un partenariat très fructueux, on va rentrer riche, dans le vif du multiforme, sujet. exactement. Et s'il y a un jour où il faut mettre la lumière sur ces actions de l'Union européenne et tous ses partenaires, c'est bien le 9 mai, ou la quinzaine de l'Europe. L'UE et le Sénégal ensemble pour la jeunesse, c'est le thème de cette célébration. Quelles sont les motivations justement de ce thème? Pourquoi la jeunesse? Pourquoi la jeunesse? Alors, pourquoi la jeunesse, je vous le demande? Évidemment la jeunesse, parce que si nous faisons un partenariat fructueux, si nous travaillons dans des domaines économiques, sociaux, politiques, commerciaux, si nous sommes le premier partenaire de développement, nous l'Union européenne et tous les États membres bien sûr, au Sénégal et dans d'autres pays en Afrique, c'est parce que nous essayons tous collectivement de créer davantage d'opportunités, davantage d'espoir pour la jeunesse en Afrique et la jeunesse au Sénégal. Et c'est de l'espoir pour la jeunesse africaine, mais c'est de l'espoir aussi pour la jeunesse européenne, parce que nos continents sont liés, nos destins sont liés. Et je crois que tout ce que nous faisons aujourd'hui, et ça mérite d'être célébré ensemble, prépare l'avenir et tout ce que nos générations futures auront à se dire. Le développement du Sénégal et du continent passe peut-être par l'emploi des jeunes. 1 million d'emplois d'ici 2024, c'est l'ambition du gouvernement sénégalais. Comment l'UE, vous l'avez dit tout à l'heure, premier donateur mondial d'aide au développement, avec une enveloppe de 358 milliards de francs CFA pour le Sénégal sur la période 2014-2020, comment comptez-vous apporter votre pierre à l'édifice ? Bon, nous allons apporter toutes les pierres à l'édifice que nous pouvons apporter à un partenaire aussi stratégique que le Sénégal. Et en effet, l'aide au développement est un des aspects. L'aide au développement qui va être focalisée très précisément sur les priorités du plan Sénégal émergent, dont nous accompagnons la vision, la rapidité d'exécution. Nous soutenons très fort les réformes qui seront mises en œuvre, qui ont été annoncées et qui sont attendues. La rapidité d'exécution, vous vous calez au fast track, c'est un peu le mot à la mode. Je me cale absolument sur le fast track, parce que ce sont des réformes qui sont nécessaires rapidement. Tous les partenaires avec lesquels nous travaillons le disent. C'est votre sentiment, on est lent au Sénégal? Non, ce n'est pas du tout mon sentiment. Je crois qu'au contraire, au Sénégal, vous êtes rapide. Il y a un dynamisme et une énergie qui sont perceptibles partout. Mais il est vrai que les réformes, c'est partout le cas. Il est bon de les annoncer, il est bon de les prévoir, gouverner c'est prévoir, mais il faut les mettre en œuvre avec en tête les moyens qui seront nécessaires pour cette mise en œuvre effective. Et l'Union européenne est avec le Sénégal, en particulier sur tout ce qui concerne le développement économique inclusif. Nous sommes tout à fait d'accord, si on peut se permettre, avec cet objectif qu'il faut créer des emplois à tous ces jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail au Sénégal. Et pour cela, en particulier, il faut aider le développement du secteur privé, aider les investisseurs à s'installer et à rester au Sénégal et créer toutes ces nouvelles opportunités. Alors, 1 million d'ici 2024. Dans son premier mandat, le chef de l'État avait promis 500 000 emplois. Il en a créé 491 000. On y est presque. Maintenant, développer l'emploi au Sénégal par la formation professionnelle, à l'appui à l'entrepreneuriat auto-emploi et le soutien aux TPE-PME pour créer des débouchés pour la jeunesse. Une jeunesse qui rêve paradoxalement encore d'Europe. Comment l'Union européenne joue sa partition pour freiner la migration irrégulière? Alors, rêve d'Europe, si c'est un rêve qui est porté par une ambition, eh bien c'est un rêve qui mérite d'être poursuivi. Je suis la première, si je peux me référer à mon parcours personnel, à comprendre que l'on puisse avoir envie de se déployer personnellement, professionnellement, sur des horizons divers.
Ce que nous devons traiter ensemble, et nous avons pris des engagements à cet égard, c'est freiner la continuation de la migration irrégulière. Freiner en particulier ceux qui en profitent, les trafiquants. Freiner ces tentatives, ces tentations de s'engager sur des trajectoires qui vont se briser dans l'océan parce qu'elles sont mal préparées, parce qu'elles ont très peu de chances d'aboutir. Pour cela, il faut, parce que c'est essentiel, ouvrir des portes, ici au Sénégal, ici en Afrique. L'Afrique, où tellement reste à construire, a besoin de ses talents, a besoin de sa jeunesse. L'Union européenne, tous ses États membres, et d'ailleurs de très nombreux partenaires qui sont présents au Sénégal, parce que beaucoup croient dans le potentiel de l'émergence du Sénégal, sont là pour aider à cet effet. Ouais. En revanche, il est vrai, encore une fois, ce rêve d'ailleurs existe, et ce rêve doit être respecté, s'il est encore une fois porté par une ambition. Alors l'Union européenne travaille avec les États membres sur l'un des piliers importants de cette approche globale de la migration, qui sont le développement de voies légales de migration. Alors le nombre de migrants arrivés par voie maritime sur les côtes méditerranéennes a baissé de 363 212 en 2016 à 114 396 en 2018. Malheureusement, le nombre de morts continue d'accroître de manière préoccupante. Il faut le dire, avec 2242 personnes décédées en mer en 2018. Ce sont des chiffres de l'OIM. Le mal est encore là. Le mal est encore là, vous avez raison. Les chiffres ont décru d'arrivée, ce qui veut dire que du côté de l'Union européenne, plus généralement, on ne peut plus vraiment parler de crise migratoire. Ça, c'est le premier point que je voudrais faire. Mais chaque vie compte. Chaque vie perdue, chaque destin abîmé au fond de l'océan est un scandale, est absolument inacceptable. Donc l'Union européenne continuera de travailler avec le Sénégal et l'ensemble des partenaires de la région pour stopper ces trains de migration dont principalement profitent des trafiquants. Oui, c'est dans le développement que l'accompagnement des jeunes Bien que sûr, vous allez parce qu'il ne s'agit pas simplement de fermer les routes et de fermer des portes, absolument pas. Au contraire, comme je le disais, il faut ouvrir les portes, il faut les ouvrir ici. Comme vous dites en Wolof, Tekifi. Il faut réussir ici. aider exactement des projets qui réussissent ici. Un programme de l'Union européenne que vous avez financé à hauteur de 26 milliards, mais on va essayer d'avancer un tout petit peu. L'Union européenne avait un engagement aussi fort dans la réalisation des infrastructures en Afrique. Aujourd'hui, des pays comme la Chine et la Turquie prennent le leadership. Cela voudrait-il dire que l'UE a changé de priorité sur le continent? Ça dépend ce que vous appelez leadership. Ça dépend véritablement ce que vous entendez par un partenariat inclusif. Un pays comme le Sénégal, et c'est sa grande chance, et c'est tout à fait légitime, compte tenu de tous les atouts dont il dispose, a le choix de beaucoup de partenaires. C'est vous qui parlez de menaces chinoises. Je pense que si le Sénégal ouvre ses portes aux partenaires chinois, c'est qu'il ne le voit pas comme menaçant. En revanche, il est important, et nous le faisons sans ambiguïté, de souligner que l'apport européen, des investisseurs européens dans les infrastructures, mais aussi dans les politiques qui vont sous-tendre l'entretien, le maintien de ces infrastructures. On ne parle pas de jalousie dans nos métiers, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de permettre à un partenaire aussi central que le Sénégal d'avoir le choix des moyens de son émergence. Et je pense que l'Union européenne, ses investisseurs, ont une valeur ajoutée certaine. Parce qu'encore une fois, les Européens, la France au premier chef, mais aussi les autres, et on voit que les ambitions, les intentions d'investir davantage au Sénégal se manifestent auprès de nombreux pays européens, sont déjà très importants. Je parle d'infrastructures. Je parle d'infrastructures parce que les plus grandes réalisations aujourd'hui sont chinoises et turques aujourd'hui. Les plus grandes ou les plus récentes, mais pas simplement. Elles ne les sont plus pas, récentes. Mais pas simplement. Vous voyez aussi l'Union européenne très investie sur la construction de routes, sur la construction d'infrastructures qui sont tout à fait critiques pour des secteurs très importants pour le Sénégal, pour son développement, pour sa mobilité certes, mais aussi pour son efficacité énergétique. Et ce que je voudrais ajouter encore une fois, c'est que oui, certainement, je le ferai très vite, c'est qu'un bon investissement, c'est bien sûr un investissement qui apporte une réalisation. Mais un bon investisseur, c'est aussi celui qui crée des emplois. Les investisseurs européens. C'est pas le cas des Chinois et des Turcs? À vous de le voir. Moi, je peux simplement donner un chiffre. C'est que les investisseurs européens représentés aussi
ici au Sénégal représentent une part très importante, 80% et au-delà de l'investissement total apporté ici, et que ce sont de bons investissements. Ils créent de l'emploi à 99% sénégalais. Ils créent de la recette fiscale. Ces investisseurs participent à la bonne gouvernance du pays. Ils jouent le jeu des règles de transparence que par ailleurs, d'ailleurs, l'Union européenne soutient haut et fort. Oui. Un climat d'investissement et d'affaires sain, transparent, efficace, et ce qui fera que de plus en plus d'investisseurs seront intéressés à venir réussir au Sénégal et faire réussir les Sénégalais. Les Sénégalais. Alors, ces dernières années, justement, le nom de l'Union européenne a surtout été associé aux accords de partenariat économique. Oui. Madame Irène Mangasson, on en parle un peu moins maintenant avec le Brexit qui se profile et qui a du mal quand même, il faut le dire. Est-ce à croire que les APE sont morts de leur bêlement ou bien qu'est-ce qui va se passer avec les 27 après ? Les APE ne sont pas morts de leur belle mort et d'ailleurs nous comptons beaucoup sur le Sénégal qui est l'un des signataires de ces APE avec une vision régionale pour continuer à exercer son rôle de champion de cette intégration régionale parce que les APE ne concernent pas simplement la libération des échanges entre l'Afrique et l'Europe mais aussi une véritable vision régionale qui est tout à fait en phase avec la vision continentale de la zone de libre-échange africaine. APE très décrié ici au Sénégal, il faut le dire aussi. C'est vraiment un partenariat win-win. Ce sera un partenariat win-win, bien sûr. C'est pour ça que des pays comme le Sénégal et d'autres pays de la région y souscrivent. C'est parce qu'il y a des ambitions de renforcer, de rééquilibrer peut-être les flux d'échanges, d'ailleurs aussi de permettre des investissements nécessaires pour que ces flux soient nourris. C'est tout l'objectif aussi de notre partenariat économique. Ces APE sont un outil. Et encore une fois, je pense qu'il est important de dire qu'ils ont aussi une dimension régionale. Ça, c'est aussi l'un des messages de l'Europe. Oui. L'une des choses dont nous pouvons parler avec fierté, c'est la force de l'intégration régionale. Alors, deux dernières questions. Le Sénégal vient de sortir d'une échéance électorale dont l'Union européenne avait déployé un peu plus de 100 observateurs. Pas d'incident majeur durant cette présidentielle, mais l'opposition ici au Sénégal conteste toujours l'élection du président Sall. Est-ce que vous regrettez cette situation ? Je vais répondre à la question que vous m'avez posée, qui est celle de déploiement d'une mission d'observation électorale. Oui. C'est un geste d'amitié que l'Union européenne a étendu au Sénégal, qu'il a accepté. D'ailleurs, ma question, c'est plutôt l'opposition sénégalaise qui ne reconnaît pas encore le président. Je pense que ce qui est important, c'est de dire que nous avons mis à la disposition de notre partenaire sénégalais, qui nous a donné plein accès pour ce faire, un outil qui vise à regarder justement très précisément et très profondément le processus électoral. Le rapport final de cette mission d'observation va être présenté dans les semaines qui viennent. Je propose que nous regardions à ce moment-là, en détail, ce qui est proposé. L'engagement qui a été pris par le partenaire sénégalais, comme il l'est toujours dans ce genre d'exercice, et que les recommandations seront examinées avec soin et que nous allons nous engager ensemble à donner un suivi, à en discuter, et l'Union européenne est prête à soutenir le Sénégal dans cet effort de consolidation de ce processus démocratique. Déjà très fort. Dernière question, on note depuis peu une Europe qui se replie sur elle-même. En tout cas, vu d'ici, c'est l'impression que nous avons, avec la montée de l'extrême droite, l'AfD qui a fait son entrée au Bundestag en 2017, Vox au Cortés dernièrement en Espagne, le Front National qui est un habitué du Palais Bourbon avec 8 députés aujourd'hui. Si cette tendance se persiste, comment voyez-vous la coopération nord-sud dans le futur ? Alors vous avez raison et ce point est particulièrement pertinent puisque le 26 mai nous allons avoir des élections européennes. Les électeurs européens sont appelés à voter pour les représentants du Parlement européen. Et ces élections se déroulent dans un contexte d'hostilité, il est vrai, et de délégitimisation de la démocratie européenne. C'est très préoccupant et c'est le miroir de tendances populistes qui se déploient dans un certain nombre d'États membres. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que en réalité, et l'Eurobaromètre en particulier le plus récent le montre, la grande majorité de la population de l'Union européenne reste très en faveur de l'Union européenne, reste très en faveur des apports de l'Union européenne, considère que c'est une bonne chose pour les opportunités des jeunes. Donc
Même si là, les sondages donnent au coude à coude le Rassemblement national de Marine Le Pen et nous parlons En Marche, là de processus électoraux, mais je voulais mettre cela en relation avec le soutien de l'Union européenne dans la grande majorité du public européen. Bon, il n'en demeure pas moins qu'il faut regarder ces élections avec attention, qu'elles sont le reflet de ce qui se passe dans les pays et que la montée du populisme est certainement un défi. Ce qu'il faut dire là, certainement, c'est qu'il faut encourager les gens à aller voter. Oui. J'espère qu'ils puissent prendre exemple sur la ferveur démocratique d'un pays comme le Sénégal pour ce faire. En tout état de cause, quelle que soit la composition du Parlement européen à l'avenir, l'Union européenne est très fermement engagée auprès de l'Afrique. C'est toute l'idée derrière cette nouvelle alliance entre l'Europe et l'Afrique que le président Juncker a annoncé il y a quelques mois et qui montre que l'Afrique restera un partenaire prioritaire pour l'Union européenne. Nos destins sont liés. Je vous remercie, Madame Irène Mangasson. Je rappelle que vous êtes franco-allemande. Exact. Jean-Luc Mélenchon a dit « La République, c'est moi ». Vous, l'Europe, c'est vous, en fait. L'Europe, c'est moi. C'est moi ici. Merci beaucoup. Le visage. Merci beaucoup, Madame Irène Mangasson, ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette édition. Bon appétit. Si vous êtes à table, on se retrouve demain pour le JT de 20h. Restez en compagnie de nos programmes. Bonne soirée sur TFM.